Janvier 1593. Le soleil peine à percer la brume épaisse qui recouvre les lacs et les tourbières de Fermanagh. L'air est humide, chargé de l'odeur de la terre détrempée et du feu de tourbe encore fumant dans les villages endormis. Sur les rives, les barques des pêcheurs sont immobiles, bercées par le clapotis léger des eaux sombres. Un silence pesant règne, seulement troublé par le craquement lointain d'un pas sur le bois mouillé. Dans cette obscurité fragile, des hommes se déplacent avec précaution. Des silhouettes sombres glissent entre les arbres et les joncs, armes en main, yeux attentifs à chaque mouvement, à chaque souffle. Leurs cœurs battent au rythme de la peur et de l'excitation. Aujourd'hui, la terreur des Anglais allait commencer. Hugh Maguire, seigneur de Fermanagh, observe la rive depuis un talus couvert de bruyère. Le moindre craquement, le moindre frémissement pourrait trahir le plan qu'il a mûri depuis des semaines. Le vent transporte jusqu'à lui l'odeur du bois humide et du métal froid de ses armes. Il sait que le premier coup sera décisif, qu'il changera à jamais la perception que l'Angleterre a de ses terres sauvages. Et tandis que le brouillard se lève doucement sur le lac, un frisson parcourt les rangs de ses hommes. Les Anglais, confortablement installés dans leur fort, ignorent encore que la guerre venait de commencer, silencieuse, rapide et implacable. L'Irlande est une terre de contrastes. Ses collines et ses lacs reflètent la beauté sauvage d'un pays encore largement gouverné par ses propres chefs, mais sous cette apparente tranquillité se cachent des tensions anciennes et profondes. L'Angleterre, sous le règne d'Élisabeth I, étend inexorablement son contrôle, imposant ses lois, ses impôts et ses garnisons dans des territoires qui n'ont jamais connu la domination étrangère. Dans les provinces de l'Ouest et du Nord, la résistance gaélique se fait silencieuse mais constante, tissant des alliances secrètes et observant chaque mouvement des forces anglaises avec une vigilance extrême. Fermanagh, dans le cœur des Midlands irlandaises, est un terrain idéal pour cette résistance. Ses lacs étendus, ses marécages impénétrables et ses forêts profondes offrent un refuge naturel pour ceux qui refusent de plier le genou. C'est ici que Hugh Maguire, seigneur de la région, exerce son autorité. Héritier d'une lignée prestigieuse, Maguire est respecté autant pour sa bravoure que pour sa capacité à naviguer dans les eaux complexes de la politique gaélique. Il connaît les limites du pouvoir anglais et sait que chaque fortin, chaque garnison anglaise est vulnérable si l'on sait exploiter le terrain et la surprise. Depuis plusieurs années, l'Angleterre tente d'implanter sa présence plus fermement dans les provinces septentrionales. Des garnisons ont été établies à Enniskillen et dans d'autres villages stratégiques, imposant impôts et conscriptions. Les soldats anglais, souvent jeunes et peu expérimentés, marchent dans ces contrées avec un sentiment de supériorité, convaincus que la discipline et l'armement moderne suffiront à dominer les clans locaux. Mais ils sous-estiment la connaissance intime du terrain dont disposent les seigneurs gaéliques et la loyauté farouche des hommes et des femmes qui vivent sous leur protection. Dans cette période, la tension religieuse joue également un rôle déterminant. La réforme anglaise a imposé le protestantisme, mais la majorité des Irlandais restent catholiques. Pour beaucoup, la résistance à l'Angleterre n'est pas seulement politique, elle est morale et spirituelle. Chaque fort anglais, chaque impôt, chaque recrue imposée est un affront à leur foi et à leur culture. Hugh Maguire, comme d'autres chefs irlandais, incarne cette fusion de loyauté locale et de conscience religieuse, prête à se traduire en actes audacieux. L'été 1593 est marqué par des rumeurs de soulèvement. Les lettres interceptées par les agents anglais font état de réunions secrètes, d'alliances en gestation avec d'autres seigneurs comme Hugh O'Neill, prince de Tyrone. Maguire sait que le moment est venu. Le calcul est simple mais risqué. Frapper vite, frapper fort et montrer que l'autorité anglaise n'est pas absolue. Chaque raid, chaque embuscade planifiée est conçue non seulement pour infliger des pertes, mais pour envoyer un message symbolique que l'Irlande n'est pas conquise et que ceux qui s'opposent au seigneur gaélique doivent s'attendre à être surpris. Les Anglais, de leur côté, sont absorbés par leurs cartes et leurs rapports militaires, incapables de saisir l'ampleur du réseau de résistance qu'ils affrontent. Dans les chancelleries de Dublin et de Londres, on écrit sur les troubles dans le Nord, sans comprendre que ces troubles sont l'étincelle d'une guerre plus vaste. Les garnisons, confiantes et dispersées, s'attendent à des escarmouches locales, mais non à la coordination, au timing précis et à la stratégie audacieuse que Maguire et ses alliés préparent. Ainsi, à l'aube du premier raid, la scène est prête. Fermanagh, ses lacs et ses marécages, devient le théâtre d'un défi historique. L'Angleterre croit tenir le contrôle, mais Hugh Maguire détient la connaissance qui transforme l'infériorité numérique en avantage décisif. Chaque village, chaque route, chaque sentier devient une pièce sur un échiquier que Maguire connaît mieux que ses adversaires. Le frisson de l'imminent affrontement parcourt déjà les rangs des hommes gaéliques. Ils sont sur le point de frapper, et l'histoire commence à basculer dans le nord de l'Irlande. Alors que l'été 1593 avance, la tension dans le nord de l'Irlande ne fait que croître. Les garnisons anglaises, concentrées sur les points stratégiques, se croient maîtresses du terrain,
mais elles ignorent que le réseau de résistance gaélique est déjà en mouvement. Les seigneurs comme Hugh Maguire ont mis à profit chaque lac, chaque marécage et chaque sentier forestier pour établir des repères secrets, des caches d'armes et des points de rassemblement invisibles aux yeux de l'ennemi. La connaissance intime du terrain devient leur arme la plus redoutable. Les alliances se tissent avec prudence. Hugh Maguire contacte Hugo Neil, le prince de Tyrone, dont le prestige militaire et politique inspire respect et crainte à travers l'Ulster. Ensemble, ils échangent informations et stratégies. Qui attaquer ou frapper? Quand surprendre? Chaque geste est calculé. Chaque décision repose sur la compréhension que le moindre faux pas pourrait coûter la vie à leurs hommes et compromettre l'ensemble de la résistance. Les Anglais, eux, continuent de sous-estimer la détermination et l'ingéniosité des chefs irlandais. Ils écrivent dans leur rapport que les seigneurs locaux sont imprévisibles mais désorganisés, sans percevoir que cette apparente désorganisation est en réalité un camouflage. Les patrouilles anglaises se déplacent avec arrogance, souvent en petits groupes, pensant que la supériorité de l'armement et de la discipline suffira à contenir toute rébellion. Mais dans l'ombre des bois et des marais, les sentinelles gaéliques observent et calculent, leur patience nourrie par la mémoire des injustices, terres confisquées, taxes imposées, familles intimidées. Le rôle de la religion ne peut être ignoré. Les conflits entre catholiques et protestants, déjà anciens, nourrissent la détermination des hommes de Maguire. Pour eux, la lutte contre l'Angleterre n'est pas seulement une question de pouvoir politique. C'est une question d'identité, de culture et de foi. Chaque fort anglais symbolise une intrusion sur leur territoire et une menace sur leur mode de vie. Chaque raid devient un acte de résistance autant spirituel que militaire. La préparation des raids est minutieuse. Les hommes sont recrutés parmi les familles locales, instruits dans l'art de l'embuscade et du combat dans les terrains marécageux. Les armes sont simples mais efficaces. Piques, arcs, épées et quelques mousquets récupérés ou échangés. Les provisions sont limitées, mais suffisantes. Pain de seigle, viande séchée et l'avoine des lacs et des plaines environnantes pour maintenir la vigueur des combattants. Même la nourriture devient un symbole de résistance, rappelant que l'abondance et la survie peuvent coexister dans la pauvreté et la guerre. Alors que les semaines passent, la stratégie se cristallise. Frapper là où l'ennemi se croit en sécurité. Les cibles sont choisies avec soin, garnisons isolées, convois mal protégés, avant-postes stratégiques. Chaque raid doit être rapide, précis et effrayant, afin de semer le doute et la peur dans les rangs anglais. Les observateurs gaéliques signalent chaque mouvement des patrouilles, chaque changement de position, tandis que les drapeaux et les symboles anglais, ostensiblement puissants, deviennent des repères pour les embuscades. L'imminence du premier coup est palpable. Dans les villages, on chuchote les préparatifs. Dans les bois et les marais, les hommes de Maguire se déplacent silencieusement, mimant le rythme des battements d'un cœur en alerte. Chaque geste est calculé, chaque souffle compte. Et tandis que les Anglais dorment, inconscients de la tempête qui se prépare, la première étincelle est prête à jaillir. Ce moment n'est pas seulement le début d'un raid. C'est le point de bascule qui marquera le début officiel de la guerre des 9 ans, la première preuve tangible que les seigneurs gaéliques peuvent défier la puissance d'un royaume entier. Dans le calme avant l'orage, les lacs de Fermanagh reflètent la lumière timide de l'aube. Mais sous cette surface tranquille, la vie palpite et la stratégie se met en mouvement. Hugh Maguire, debout sur la rive, c'est que le moindre signe de faiblesse pourrait compromettre tout le plan. Et pourtant, il sent aussi l'adrénaline du moment, la certitude que ce raid inaugural ne sera pas seulement une attaque militaire. Il sera l'annonce d'une résistance qui secouera l'Angleterre et rallumera l'esprit de liberté des Gaëls. Le matin du raid, la vie des hommes et des femmes de Fermanagh semble suspendue. Les villageois, conscients de la tension qui monte, observent les bois et les marais avec une anxiété mêlée de curiosité. Pour eux, chaque bruit de pas sur la terre humide, chaque craquement de branches peut annoncer le passage de soldats ou, inversement, le départ imminent de leurs propres guerriers vers l'ennemi. Les enfants se pressent contre les murs de pierre, les yeux grands ouverts, tandis que les aînés murmurent des prières, implorant la protection des anciens dieux et de leur foi catholique contre l'invasion. La peur et l'anticipation se mêlent, créant un sentiment de tension palpable qui traverse chaque foyer. Pour les hommes de Hugh Maguire, le raid est plus qu'un combat. C'est une affirmation de leur identité, de leur liberté, de leur territoire. Chacun connaît sa place dans la formation. Certains surveillent les rives des lacs pour signaler le moindre mouvement, d'autres préparent les armes et vérifient la charge des mousquets. La discipline, si rudimentaire qu'elle puisse paraître aux yeux anglais, repose sur une compréhension instinctive du terrain et sur la loyauté envers leur chef. Les hommes respirent le froid de l'aube, les pieds enracinés dans la boue, et sentent l'adrénaline monter avec chaque instant qui les rapproche de l'attaque. D'un point de vue tactique, Hugh Maguire transforme la géographie en allié. Les marécages deviennent des pièges,
les forêts des écrans, les collines des observatoires. Chaque raid est planifié pour exploiter l'inexpérience anglaise qui privilégie les lignes droites et les fortifications visibles. Maguire et ses lieutenants choisissent des points de passage étroits et des chemins cachés, permettant à de petites unités de frapper rapidement puis de disparaître avant que l'ennemi ne puisse réagir. L'effet est décuplé par le facteur surprise. Les Anglais, confiants dans leur supériorité numérique et dans leur discipline, sont souvent pris de court et panique, amplifiant l'impact du raid au-delà de ses pertes réelles. La technologie joue également un rôle crucial, bien que différente de ce que l'on pourrait imaginer. Les armes à feu, encore lourdes et lentes à recharger, sont utilisées de manière ponctuelle pour intimider et disperser. Les mousquets et les arquebuses, maniés par des hommes entraînés, créent un effet psychologique. Le bruit du tir soudain dans un silence de marais, le nuage de fumée se détachant contre la brume matinale, surprend les garnisons anglaises. Mais ce sont les armes plus simples, piques, épées, haches qui permettent aux Gaëls de frapper avec précision dans les mêlées, utilisant leur connaissance intime du terrain pour encadrer et isoler les ennemis. Même les pierres et les bâtons deviennent des instruments de guerre dans des embuscades parfaitement orchestrées. L'angle humain se retrouve aussi dans la manière dont le raid affecte les Anglais. Les soldats, souvent jeunes et loin de leur famille, sont confrontés à une résistance inattendue et à la brutalité d'un environnement qu'ils ne connaissent pas. Leur surprise est doublée d'une incompréhension. Comment un petit groupe d'Irlandais, armé d'armes modestes et connaissant à peine les tactiques européennes classiques, peut-il infliger de telles pertes et semer un tel chaos? Les rapports envoyés à Dublin décrivent des villages assiégés en quelques heures, des convois détruits et des hommes qui disparaissent dans les marécages avant que quiconque puisse les poursuivre. La peur et le doute commencent à se frayer un chemin dans l'esprit de l'armée anglaise. Enfin, l'angle technologique et logistique complète cette perspective. Les Gaëls ne disposent pas des fortifications ou des canons des Anglais, mais leur efficacité repose sur l'utilisation intelligente des ressources locales. Des bateaux légers traversent les lacs pour des déplacements rapides, des caches d'armes et de vivres assurent la survie des unités en embuscade, et la connaissance des marécages permet de créer des routes invisibles pour les fuyards et les poursuivants. Ce contraste entre la puissance matérielle anglaise et l'ingéniosité gaélique devient une leçon répétée. La guerre n'est pas seulement une affaire d'armement, mais de stratégie, de terrain et de courage humain. Dans ces premières actions, chaque angle, humain, tactique, technologique converge pour montrer une vérité essentielle. La supériorité anglaise n'est pas absolue, et la détermination et la connaissance du terrain peut transformer un petit groupe en force redoutable. Ce mélange de peur, de discipline instinctive et d'ingéniosité prépare le spectateur à comprendre pourquoi ce raid inaugural, bien que limité en effectif, deviendra le catalyseur d'un conflit qui secouera toute l'Irlande. Hugh Maguire n'est pas un chef ordinaire. Sa force ne réside pas seulement dans son courage, mais dans sa capacité à lire le terrain, ses hommes et l'ennemi avec une précision presque instinctive. Chaque décision, le moment exact pour lancer le raid, la manière de diviser ses forces, la sélection des sentiers secrets, est calculée pour maximiser l'effet de surprise. Ses lieutenants connaissent la valeur de chaque ordre et chaque mouvement, mais c'est la vision globale de Maguire qui transforme une escarmouche locale en une offensive capable de défier la suprématie anglaise. Son leadership repose sur la confiance. Il inspire ses hommes, transforme leur peur en vigilance et leur discipline en fluidité stratégique. Dans chaque regard échangé et chaque geste silencieux, se lit une compréhension profonde. La survie du clan, la protection des villages et la défense de leur identité sont en jeu. Du côté anglais, la perception est totalement différente. Les commandants des garnisons, habitués à la guerre continentale et aux batailles rangées, évaluent mal la menace gaélique. Ils croient que la supériorité en nombre, la discipline stricte et les fortifications solides suffisent à contenir toute rébellion. Cependant, ils sont confrontés à un ennemi qui refuse le combat conventionnel. La peur s'insinue progressivement dans leurs rangs. Chaque embuscade réussie, chaque convoi intercepté devient un rappel que la maîtrise du territoire leur échappe. Les rapports envoyés à Dublin et Londres décrivent des pertes disproportionnées et des défaites humiliantes, ce qui sape le moral et pousse certains officiers à douter de leurs propres capacités. Cette incompréhension crée un contraste saisissant. L'Angleterre, pourtant puissante, se heurte à une résistance invisible et implacable. L'angle moral et idéologique complète ce tableau. Pour les Irlandais, cette lutte dépasse le simple affrontement militaire. Chaque raid, chaque embuscade, chaque victoire symbolise la défense de leur culture et de leur foi catholique face à l'anglicanisme imposé. Les armes ne sont pas seulement des instruments de guerre. Elles sont le prolongement d'une identité menacée, d'une volonté de survie collective. À l'inverse, pour les soldats anglais, la conquête est justifiée par l'ordre, la loi et la loyauté envers la couronne. La collision des deux visions crée une tension morale qui dépasse le champ de bataille.
Elle questionne la légitimité de la domination, la valeur de la résistance et la manière dont la guerre façonne les peuples. Hugh Maguire utilise ce contraste à son avantage. Il sait que frapper rapidement, semer la confusion et disparaître avant que l'ennemi ne puisse réagir à un effet psychologique puissant. Chaque succès, même modeste, nourrit la confiance de ses hommes et nourrit la crainte de l'ennemi. La discipline instinctive des guerriers gaéliques se combine à un moral élevé, tandis que la surprise constante et l'inefficacité apparente des Anglais minent leur autorité. La guerre devient ainsi autant une bataille de perception que de force physique. La terreur et l'incertitude jouent en faveur de ceux qui connaissent le terrain. Le leadership de Maguire, la vulnérabilité anglaise et l'intensité morale de la lutte se retrouvent dans un détail simple mais symbolique, la nourriture et les provisions. Là où les garnisons anglaises dépendent de chaînes d'approvisionnement longues et fragiles, les hommes de Maguire survivent grâce à ce que le paysage offre: grains d'avoine, viande séchée, poissons des lacs et des rivières. Chaque repas devient un rappel concret que la résistance n'est pas seulement militaire. Elle est nourrie par la terre elle-même, par la communauté et par la capacité à transformer l'abondance locale en force stratégique. Ce symbole discret revient tout au long de la campagne, un rappel silencieux que la liberté et la survie reposent souvent sur ce que l'on possède et sait utiliser. Ainsi, ces trois angles, leadership, ennemi et morale, convergent pour expliquer pourquoi le raid de Hugh Maguire, malgré sa modestie en chiffres, a eu un impact disproportionné. Il ne s'agissait pas seulement de tuer ou de piller, mais de montrer que la connaissance du terrain, la cohésion humaine et la détermination idéologique peuvent inverser la perception de la puissance. Les Anglais, habitués à la supériorité matérielle, découvrent que cette puissance n'est efficace que si elle est appliquée dans un contexte qu'ils comprennent. Mais ici, dans les marais et les lacs de Fermanagh, ils se trouvent face à un adversaire qui maîtrise parfaitement son environnement et sa force morale. À la veille du premier raid, le climat est donc prêt pour l'inattendu. Chaque angle humain, tactique, technologique, leadership, moral se combine pour préparer le spectateur à comprendre que ce moment, bien que limité en effectifs et en armement, sera le catalyseur d'une guerre longue et acharnée. L'histoire n'est pas seulement écrite par les grandes armées et les lois des royaumes. Elle est façonnée dans les bois, sur les lacs, par ceux qui connaissent leur terre mieux que quiconque et qui osent défier un empire. Le matin du raid arrive enfin, baigné d'une lumière grise et diffuse qui filtre à travers le brouillard des lacs de Fermanagh. Les hommes de Hugh Maguire se déplacent silencieusement, glissant. Entre les joncs et les marécages, leurs armes prêtes, leur regard fixé sur l'objectif. Chaque pas est calculé, chaque souffle contenu. Dans le calme précaire, la tension est palpable. L'ennemi dort encore, inconscient que la terre qu'il croit maîtriser va devenir le théâtre d'une attaque inattendue. À Enniskillen, la garnison anglaise se croit protégée par ses murs et ses tours. Les sentinelles, peu nombreuses, se tiennent aux postes habituels, habituées à une routine qu'elles n'imaginent pas menacée. Mais Maguire connaît chaque lacet de sentier, chaque bosquet, chaque passage étroit. Ces hommes encerclent silencieusement la ville, bloquant les voies de fuite et préparant les embuscades sur les routes d'approvisionnement. La première frappe doit être rapide, précise et décisive. Surprendre l'ennemi, infliger des pertes et disparaître avant qu'une contre-attaque ne soit possible. Lorsque l'attaque commence, le chaos s'installe presque immédiatement. Les mousquets irlandais criblent les avant-postes, les fusées d'alarme résonnent dans la brume et les soldats anglais, surpris et confus, se regroupent dans l'urgence. Les Gaëls surgissent des bois et des marécages, frappant avec la rapidité et la coordination d'hommes qui connaissent chaque recoin de leur territoire. Les combats sont courts, brutaux et souvent décisifs. Les épées et les piques se croisent, le métal claque et les cris se mêlent au bruit des tirs, résonnant sur l'eau des lacs et les murs de pierre. La tactique de Maguire repose sur un principe simple mais redoutable, diviser pour conquérir. Ces unités frappent simultanément plusieurs points faibles, créant la confusion et empêchant les Anglais de se coordonner. Les routes de retraite sont sécurisées par des sentinelles postées sur les hauteurs et dans les marais, prêtes à harceler toute tentative de fuite. Chaque mouvement est méticuleusement planifié, chaque détail est anticipé, et le terrain devient une extension de la stratégie gaélique. Le raid ne se limite pas à la destruction des garnisons. Maguire et ses hommes saisissent des vivres, des armes et des munitions, privant l'ennemi de ressources cruciales tout en soutenant leur propre effort de guerre. Chaque pain, chaque sac d'avoine, chaque pièce d'armement devient un symbole de survie et d'ingéniosité. Dans ces moments, la guerre ne se joue pas seulement par le sang versé, mais par la capacité à utiliser ce que la terre offre et à transformer la pénurie en avantage stratégique. La surprise est totale. Les Anglais, habitués à dominer par la force, découvrent qu'ils sont vulnérables dans un environnement qu'ils ne connaissent pas. Leurs lignes de communication sont perturbées, leurs renforts retardés par les marécages et les lacs, et leur morale s'effondre.
Les lettres envoyées à Dublin témoignent de l'incrédulité et de la frustration des commandants. Des hommes en nombre inférieur nous ont surpris et frappés avec une coordination que nous n'aurions jamais imaginée. Chaque mot reflète la peur qui s'installe et le doute qui s'enracine. Pour les Gaëls, le succès est immédiat et profond. Les hommes ressentent la puissance de leur union et la validité de leur stratégie. Chaque cri de victoire résonne comme un message adressé non seulement aux Anglais, mais à toute l'Irlande. La résistance est possible, l'invasion n'est pas inévitable, et le courage et la connaissance du terrain peuvent inverser les rapports de force. Le premier raid de Hugh Maguire n'est pas seulement un succès militaire. C'est un acte fondateur, le déclencheur qui démontrera que la guerre des 9 ans sera longue, acharnée et qu'aucun fort anglais ne sera jamais à l'abri. Alors que les dernières unités se replient, disparaissant dans les bois et les marécages, un silence étrange retombe sur la région. Les Anglais, déboussolés et furieux, commencent à réaliser qu'ils font face à un adversaire qui ne respecte pas les conventions, un adversaire dont chaque action est imprévisible et calculée. Et dans ce silence, le frisson de la victoire gaélique traverse les hommes de Maguire, tandis que les échos des cloches de la garnison résonnent, annonçant le début d'une guerre qui changera le visage de l'Irlande. Lorsque la poussière et le brouillard se dissipent, l'étendue du succès de Hugh Maguire devient évidente. Les garnisons anglaises, désorganisées et affaiblies, peinent à comprendre l'ampleur de ce qui vient de se produire. Quelques soldats survivants s'échappent dans les bois, tremblants et silencieux, tandis que d'autres, capturés ou blessés, deviennent témoins directs de l'efficacité de la tactique gaélique. Les fortifications, censées garantir la sécurité, apparaissent désormais fragiles et vulnérables aux forces qui connaissent intimement le terrain. Le message est clair. Aucune forteresse, aussi imposante soit-elle, n'est à l'abri de la ruse et de la coordination des seigneurs irlandais. Le raid a des répercussions immédiates sur la stratégie anglaise. Les commandants doivent revoir leurs patrouilles, disperser leurs forces pour couvrir les routes et les villages et renforcer les garnisons isolées. Mais chaque mouvement prend du temps. Chaque décision est retardée par la peur d'une embuscade. Les lettres officielles à Dublin et à Londres révèlent la confusion. Les Irlandais frappent où ils veulent, quand ils veulent, et nous n'avons aucun moyen de les contenir efficacement. Cette perception de vulnérabilité mine non seulement la sécurité militaire, mais aussi la confiance en la capacité de l'Angleterre à gouverner ses territoires. Pour Hugh Maguire et ses hommes, l'effet est tout autre. La confiance monte non seulement dans leur propre leadership, mais dans la légitimité de leur cause. Chaque village libéré de l'emprise anglaise, chaque convoi capturé, chaque fois mis en échec renforce l'idée que l'union des seigneurs gaéliques peut véritablement défier le royaume le plus puissant d'Europe. La coordination avec Hugh O'Neill et d'autres alliés devient plus facile. Le succès de Fermanagh est une preuve tangible que la stratégie fonctionne, que la guerre de guérilla et la connaissance du terrain sont plus puissants que la discipline rigide des garnisons anglaises. L'onde de choc psychologique traverse également la population locale. Les villages qui auparavant craignaient la présence anglaise retrouvent un souffle de liberté et d'espoir. Les hommes et les femmes voient leurs protecteurs réussir là où la peur semblait écrasante. Les alliances se renforcent, la loyauté envers les chefs gaéliques se solidifie et la résistance devient un effort collectif. Chaque geste, chaque raid, chaque victoire symbolique prépare le terrain pour les offensives à venir et démontre que la survie de la culture et de la foi locale est possible malgré la puissance anglaise. Cependant, cette première victoire s'accompagne d'une réalité cruelle. La guerre ne fait que commencer. Les Anglais, humiliés mais toujours déterminés, mobilisent davantage de troupes et révisent leur stratégie. Des renforts sont envoyés depuis Dublin et d'Angleterre, et les cartes sont étudiées avec un soin accru. La peur des embuscades et la méfiance envers le terrain gaélique deviennent des préoccupations constantes. Mais Maguire a déjà inscrit dans la mémoire de l'ennemi une leçon essentielle. Direction nouvelle, où la ruse, la connaissance du terrain et le courage individuel deviennent des armes aussi importantes que les armes à feu et les fortifications. Le succès initial de Hugh Maguire n'est pas resté un événement isolé. Dans les mois qui suivent, le raid à Enniskillen sert de modèle pour d'autres attaques, inspirant les chefs gaéliques à coordonner leurs efforts et à intensifier la résistance contre l'Angleterre. Les garnisons anglaises, conscientes de leur vulnérabilité, renforcent les fortifications, multiplient les patrouilles et déploient davantage de soldats, mais chaque mesure est contrecarrée par la connaissance du terrain et la mobilité des forces irlandaises. La guerre, désormais, prend une dimension nouvelle. Elle n'est plus seulement une question de supériorité numérique, mais de stratégie, d'agilité et de morale. Les chiffres, lorsqu'ils sont consignés, révèlent la disproportion des pertes et l'effet psychologique plus que la simple destruction matérielle. Les rapports anglais mentionnent plusieurs dizaines de soldats tués ou capturés, des convois pillés et des avant-postes temporairement abandonnés.
Pour une garnison qui s'attendait à la discipline et à l'ordre, chaque défaite, aussi limitée soit-elle en chiffres, a un impact dévastateur sur le moral. Les lettres de Dublin expriment un mélange de frustration et d'inquiétude. Les Irlandais frappent avec précision et disparaissent avant que nos renforts ne puissent intervenir. Chaque action semble calculée, et nous ne savons plus comment les contenir. Pour Hugh Maguire et ses alliés, les retombées sont autant symboliques que tactiques. Les alliances se renforcent. Les seigneurs gaéliques comprennent que l'union et la coordination permettent de défier la puissance anglaise. La confiance dans la guerre de guérilla s'accroît. Chaque succès renforce l'idée que le territoire, la culture et la foi catholique peuvent être défendus efficacement contre un adversaire technologiquement supérieur. Les raids ne sont plus seulement des actions ponctuelles, mais des démonstrations de pouvoir qui légitiment la résistance et galvanisent les communautés locales. La réaction anglaise s'intensifie également. Les renforts envoyés depuis Dublin et même depuis l'Angleterre augmentent la pression sur les seigneurs irlandais, mais ces mesures ne règlent pas le problème fondamental. L'Angleterre doit désormais affronter un ennemi capable de frapper et de disparaître, qui utilise chaque lac, chaque marécage et chaque forêt comme une extension de sa stratégie. Les Anglais commencent à reconnaître que la guerre en Irlande ne peut pas être menée selon les règles traditionnelles et que la peur et la méfiance sont devenus des facteurs constants dans la planification militaire. Le premier raid a aussi des conséquences sur la population civile. Les habitants, témoins de la réussite gaélique, voient leur loyauté se confirmer et leur confiance croître. Les villages deviennent des relais d'information, des refuges pour les hommes de Maguire et des symboles vivants de la résistance. La guerre n'est plus abstraite, elle touche chaque foyer, chaque champ et chaque sentier. La survie quotidienne, la nourriture et l'ingéniosité pour utiliser les ressources locales, pain de seigle, poissons des lacs, viande séchée deviennent des métaphores concrètes de la résilience gaélique face à la puissance anglaise. À long terme, ce premier raid modifie la perception que l'Angleterre a de la guerre en Irlande. Les chefs anglais réalisent que le contrôle militaire strict n'est pas suffisant et que chaque décision doit prendre en compte la connaissance locale et la ruse des adversaires. Pour les Irlandais, la leçon est encore plus claire. La solidarité, le leadership efficace et l'exploitation du terrain surpassent souvent la supériorité matérielle. Ce raid, bien que limité dans son échelle, devient le catalyseur d'une guerre de 9 ans, une démonstration que même un petit groupe, dirigé par un chef visionnaire et déterminé, peut influencer durablement l'histoire d'un pays. Enfin, l'impact symbolique se renforce. Chaque victoire, chaque village libéré, chaque convoi intercepté devient une déclaration silencieuse mais puissante. Le raid de Maguire n'est pas seulement un événement militaire. Il représente l'affirmation d'une identité, la protection d'une culture et la preuve que la résistance intelligente et coordonnée peut défier une puissance apparemment invincible. C'est dans cette combinaison de stratégie, de courage humain et de symboles que réside la force durable du premier raid. Dans le calme retrouvé des lacs et des marécages de Fermanagh, le souvenir du premier raid de Hugh Maguire flotte encore dans l'air humide. Les arbres ploient sous le vent léger, les eaux miroitent, et chaque pierre semble porter la mémoire des hommes qui ont marché silencieusement pour défendre leur terre. Ce n'était pas seulement une victoire militaire, c'était la manifestation concrète d'une idée simple mais puissante que la liberté et la survie reposent sur la connaissance, le courage et la solidarité humaine. Le raid a changé la perception de ce que signifie résister. Les Anglais ont découvert que la force brute ne suffit pas toujours et que le moral, la ruse et l'intimité avec le territoire peuvent transformer un petit groupe en une menace redoutable. Les Irlandais, eux, ont vu qu'unis et déterminés, ils pouvaient non seulement survivre, mais imposer leur rythme, influencer l'ennemi et écrire l'histoire avec audace et intelligence. Chaque sentier, chaque marécage, chaque forêt a cessé d'être simplement un paysage. Il est devenu un allié, une extension de leur stratégie et un symbole de leur ingéniosité. Et puis, il y a le pain de seigle, discret mais constant, capturé, partagé et conservé par les hommes de Maguire. Il incarne l'idée que même dans la pénurie et l'adversité, l'ingéniosité transforme la survie en puissance. Il est le rappel que l'abondance n'est pas toujours matérielle. Elle naît de la capacité à utiliser ce que l'on possède et à se soutenir les uns les autres dans l'épreuve. Ce premier raid, modeste en chiffres mais immense en signification, préfigure 9 années de résistance, de ruse et de sacrifice. Il rappelle que l'histoire n'est pas seulement façonnée par les rois et les armées, mais par ceux qui connaissent leur terre, qui défendent leur peuple et qui osent croire qu'un petit geste, un plan précis, peut changer le cours d'un royaume. Et dans le silence retrouvé des marais et des lacs, un message demeure intemporel. La liberté se nourrit de courage, la survie se construit avec intelligence, et le respect de la terre et de la communauté devient la force la plus durable de toutes. La guerre en Irlande ne se gagnera jamais par la seule puissance brute, mais par la connaissance, la coordination et la détermination.
Cette confrontation initiale révèle aussi une dynamique stratégique durable. L'Angleterre doit maintenant composer avec un ennemi flexible, capable de frapper puis de disparaître dans un environnement qui lui est hostile. Les pertes matérielles et humaines, bien que limitées par rapport à la taille du royaume, ont un impact symbolique immense. Chaque fort échoué, chaque convoi intercepté, chaque sentinelle surprise devient un point de référence pour la suite de la guerre. Les actions de Maguire démontrent que même une force modeste peut créer un déséquilibre stratégique et psychologique, donnant à une cause juste un poids disproportionné face à une armée conventionnelle. Pour les hommes de Maguire, la leçon est claire. La connaissance du terrain, la discipline morale et la coordination entre les clans surpassent largement les avantages matériels de l'ennemi. Les rivières, les lacs, les marécages et les forêts, jusque-là simples paysages, deviennent désormais des alliés actifs, participant à la défense et à l'attaque, transformant chaque raid en une démonstration de l'ingéniosité gaélique. Le symbole de la survie et de la résilience, incarné par le pain de seigle et les provisions locales, rappelle que la guerre ne dépend pas seulement de l'armement, mais de la capacité à utiliser les ressources du pays et la solidarité humaine pour soutenir une cause plus grande que soi. Lorsque le dernier détachement retourne à Fermanagh, silencieux mais victorieux, le frisson de la victoire parcourt les rangs. Les hommes savent que ce premier raid n'est qu'un début, mais il a déjà changé le cours de la guerre dans le nord de l'Irlande. Les Anglais, abasourdis et humiliés, commencent à recalculer leurs plans. Les Gaëls, confiants et solidaires, comprennent que la lutte pour leur terre et leur foi a trouvé son rythme. Et dans le brouillard qui se dissipe sur les lacs, résonne le murmure d'une vérité ancienne et durable. La liberté et la résistance peuvent survivre dans les mains de ceux qui connaissent leur terre et croient en leur cause. Les semaines qui suivent le premier raid de Hugh Maguire révèlent l'ampleur de son impact. Du côté anglais, la nouvelle de la défaite à Enniskillen se propage rapidement à travers les garnisons et jusqu'au bureau de Dublin. Les rapports officiels décrivent avec une stupéfaction mêlée de frustration la capacité des Irlandais à frapper avec précision et à disparaître sans laisser de traces. Les commandants anglais, habitués à imposer leur autorité par la force et les fortifications, sont contraints de reconnaître l'efficacité d'une stratégie qu'ils ne maîtrisent pas. Des mots comme imprévisible, audacieux et alarmant apparaissent dans les correspondances, révélant une inquiétude qui s'étend au-delà des pertes matérielles. Pour les hommes de Maguire, l'effet est inverse. La victoire renforce la cohésion et la confiance. Chaque village libéré, chaque garnison surprise devient un symbole de légitimité et de pouvoir. Les alliances avec d'autres chefs irlandais, notamment Hugh O'Neill, se consolident. Le succès démontre que la coordination et la connaissance du terrain peuvent surpasser la discipline et la puissance matérielle anglaise. Les préparatifs pour les raids suivants sont accélérés, les provisions sécurisées et les caches d'armes renforcées. Le moral est élevé et la certitude que l'Angleterre n'est pas invincible inspire une détermination nouvelle. Les conséquences immédiates touchent également la population civile. Dans les villages environnants, les habitants qui craignaient l'occupation anglaise retrouvent une certaine liberté de mouvement. La confiance envers les seigneurs locaux augmente et la loyauté envers Maguire et ses alliés se solidifie. Le raid démontre que la résistance n'est pas uniquement militaire. Elle repose sur le soutien des communautés locales, sur leur connaissance du territoire et sur leur engagement dans la défense de leurs terres et de leur culture. Chaque maison, chaque champ devient un point de soutien, et chaque habitant un observateur ou un contributeur indirect à la stratégie globale. La réaction anglaise ne tarde pas à se manifester. Des renforts sont envoyés pour renforcer les fortifications et couvrir les routes stratégiques, et de nouvelles patrouilles tentent de surveiller les marais et les forêts. Mais les forces dispersées et l'inexpérience dans ces terrains rendent les mesures peu efficaces. Les commandants sont confrontés à une réalité inattendue. La guerre en Irlande ne peut être conduite selon les mêmes règles que sur le continent. Les rapports insistent sur le fait que les hommes de Maguire semblent anticiper chaque mouvement, exploitant le terrain et la confusion pour infliger des pertes et semer la peur. Les Anglais commencent également à prendre conscience de l'effet psychologique du raid. Les garnisons isolées sont désormais nerveuses, chaque bruit dans la brume est suspect, chaque patrouille un risque. La peur devient un outil indirect de la guerre. Elle ralentit les mouvements ennemis, crée des erreurs et affaiblit le moral. À l'inverse, la confiance gaélique se renforce. Chaque victoire, même modeste, devenant un message adressé à l'Angleterre et à l'ensemble de l'Irlande. La résistance est possible, et ceux qui connaissent leur terre et leur peuple peuvent la défendre. Enfin, le raid a des répercussions sur la stratégie à moyen terme. Les chefs anglais réalisent qu'ils doivent mobiliser davantage de troupes et revoir complètement leur plan de contrôle territorial. Des fortifications supplémentaires sont construites, mais elles ne peuvent compenser l'avantage que les Gaëls tirent de la connaissance du terrain et de la coordination entre les clans. Pour les Irlandais, la victoire à Enniskillen devient un modèle. Elle montre que même face à un ennemi plus nombreux et mieux équipé, la planification,
le timing et la solidarité peuvent inverser la dynamique. Ainsi, le premier raid de Hugh Maguire ne se limite pas à une action militaire ponctuelle. Il marque un tournant psychologique et stratégique dans le nord de l'Irlande. Les Anglais, ébranlés, commencent à réévaluer leur perception du contrôle territorial et de la puissance militaire, tandis que les Irlandais, galvanisés, voient dans cette victoire la preuve que leur cause peut triompher. Le conflit qui s'annonce long et difficile prend désormais une